Pour cette seconde édition du podcast Omnisty, je reçois un architecte d'intérieur, auteur et conférencier. Bonjour Eric, je vous laisse vous présenter. Bonjour Ronan, mon nom est Eric Brassanglard, je suis franco-américain. Je suis connu aux États-Unis sous le nom de Eric B. The Blind Designer, ce qui signifie le designer aveugle, parce qu'en effet, je suis non-voyant. J'ai d'ailleurs perdu la vue à 33 ans. Je n'étais pas du tout dans l'architecture d'intérieur ou dans le design. Si, j'étais dans le design à ce moment-là, mais dans le parfum. Je faisais des grosses campagnes publicitaires pour des grandes marques de parfum avec un bureau à Los Angeles, un autre bureau à New York et un bureau à Paris. Et c'est simple, j'avais toutes les grandes marques de parfum et c'était un univers que j'aimais énormément. Et au même moment, je refaisais ma maison sur les collines de Los Angeles. Et je suis rentré un jour de Paris avec un problème à mon œil droit. Je suis allé voir un ophtalmologue pensant qu'il me faudrait des lunettes et c'est là où j'ai appris que j'avais une infection virale qui s'appelle qui s'appelle toujours le cytomégalovirus, souvent appelé le CMV, et qu'il fallait que je commence donc à ce moment-là de la chimiothérapie et qu'on m'a annoncé non seulement que je allais devenir aveugle, mais que je vais probablement en mourir parce que le virus attaquerait donc la mémoire, le cerveau, toutes ces parties-là, et donc finirait par me tuer. Donc voilà, c'était un choc total. Et j'explique cela pour vous dire un peu comment je suis abouti donc à ce nouveau parcours de ma vie. J'étais en train de refaire donc ma maison sur les collines de Los Angeles. J'avais tout arrêté naturellement quand j'ai appris cette nouvelle qui était quand même extrêmement lourde. Je continuais quand même à travailler jusqu'au moment où j'ai perdu la vue complètement. C'est-à-dire, je me suis réveillé un matin, c'était le 5 novembre de mes 33 ans. Et là, j'étais complètement aveugle. C'était comme si on avait enlevé la lentille d'une caméra. C'était tout flou. À l'époque, j'avais encore un peu de notion de lumière, ce qui est parti très vite parce que le nerf optique c'est cassé en fin de compte. Donc, il n'y a plus du tout de connexion entre l'œil et le cerveau. Et là, voilà, c'était la grosse question. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais continuer à vivre ma vie? Parce que j'étais toujours vivant. Et j'avais ces travaux que j'avais commencés dans ma maison à Los Angeles. Je ne pouvais plus travailler donc de mon travail de vice-président de cette agence de publicité de parfum. Et j'avais des factures énormes qui s'accumulaient parce qu'aux États-Unis, même si on a une très bonne assurance, malheureusement, les factures continuent et les impôts continuent et tout ça, voilà, ne s'arrête pas. J'ai dû donc prendre la décision de devoir finir ces travaux que j'avais commencés. Et c'est là où la première chose que j'ai dû faire, c'était de me réapproprier ma maison. Comment on se réapproprie sa maison quand on est aveugle? D'abord, c'est le toucher les parois, toucher les murs. Donc déjà, une connaissance et une réaction aux matériaux, c'est-à-dire je redécouvrais les matériaux en les touchant, leurs propriétés agréables, désagréables, chaud, froid, selon l'heure de la journée. Certains prenaient la chaleur du soleil plus que d'autres. Donc, petit à petit, me voilà me réappropriant les murs de ma maison jusqu'au moment donné où j'ai réalisé qu'il fallait que je quitte les murs pour rentrer dans l'espace. Et là, j'ai utilisé un autre sens. Donc, le premier, c'était le toucher. Là, j'ai utilisé le sens donc, du son. Et en tapant sur mes mains et même en tapant par terre, j'écoutais l'écho de la pièce qui me donnait une dimension de mon espace autour de moi. Hauteur de plafond, c'est un peu comme une balle de tennis qu'on envoie et si elle revient très vite, c'est que justement les plafonds sont bas. C'est pareil avec l'écho. Si l'écho revient très vite, c'est que les plafonds sont bas. Si ça prend plus de temps, c'est que l'espace est plus grand. Donc voilà, c'était ma technique à moi pour me réapproprier un peu l'espace, pour aussi me donner des idées de matériaux. Les matériaux durs ont plus d'écho. Donc, c'est plus, les sons sont plus durs quelque part.
Donc, je parle par exemple de céramique, de pierre, de ciment, de choses comme ça. Et les matériaux que j'appellerais plus absorbants, comme le bois, les moquettes, les tissus, toutes ces choses-là. Par contre, bah, imprègnent plus du son, c'est-à-dire que le son est moins strident, moins dur. Donc, ça aussi, ça me donnait des informations. L'autre chose que j'ai commencé aussi à faire à travers les sons, c'est écouter les sons de la maison, parce que dans une maison, on a plein de petits sons dont on fait souvent pas, voilà, on fait pas attention, comme le son du réfrigérateur dans la cuisine, les sons d'équalisation ou des sons de l'extérieur. J'avais une piscine, donc j'entendais le son aussi du moteur de la piscine. Et en fin de compte, tous ces petits sons devenaient un peu des points cardinaux pour moi dans cette maison, pour m'aider à me diriger. Les autres points cardinaux que j'ai commencé à établir avaient affaire aux odeurs. C'est vrai que les odeurs, on s'en occupe pas trop dans une maison, à part si elles sont vraiment très fortes. Mais bon, là, comme je n'avais plus la vue pour me diriger, ben, j'ai commencé à utiliser mes autres sens. Euh, et du coup, ben, je sentais odeur d'une cuisine, odeur de salle de bain, mais aussi l'odeur des matériaux. Certains matériaux ont des odeurs plus puissantes que d'autres, comme le cuir, comme des moquettes, comme même du bois. Certains bois ont une certaine odeur plutôt que d'autres. Le métal a une odeur, le ciment a une odeur. Donc petit à petit, ben, je me suis aussi réapproprié ma maison à travers ces odeurs. Et me voilà petit à petit, ou même l'odeur de l'extérieur, des plantes, des choses comme ça. Donc petit à petit, je me réapproprié cette maison. Après, je me suis rappelé de l'homme du Vitruve, de Léonard de Vinci. Cet homme qui nous donne, Léonard de Vinci nous le montre en deux positions. Une position en X, dans un rond, et une position en, ce que je dirais, en plus, le signe plus dans un carré. Et ce carré nous montre qu'en ouvrant nos bras à l'horizontale, ben, on retrouve notre hauteur, puisqu'il le met dans un carré parfait, ce qui nous dit que notre hauteur et l'ouverture de nos bras est exactement égale. Moi, je fais 1,83 m. En plus, aux États-Unis, c'est 6 pieds, donc c'est rond. Et du côté, comme ça, en ouvrant mes bras, je me mettais dans un angle, j'ouvrais mes bras, et après, j'allais avec mon doigt de gauche, par exemple, je mettais mon doigt gauche sur l'angle, la main droite donc à la verticale, puis je prenais mon doigt gauche et je remplaçais où était mon doigt droit, et je continuais comme ça à aller vers la droite en mesurant mon espace. Et donc, j'utilisais mon corps pour mesurer mon espace, et du coup, ben, j'arrivais assez facilement à quelques centimètres près, naturellement, à mesurer donc les murs. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est que j'ai réalisé que ben, une habitation, c'est vrai qu'on regarde toujours les choses de manière globale, mais elle doit être faite par rapport à notre taille, par rapport à notre corps, par rapport à l'espace dont on a besoin pour circuler. Par exemple, vous êtes dans une douche, combien de place vous aurez besoin dans votre douche pour pouvoir vous nettoyer, pour pouvoir quand même avoir assez d'espace pour pouvoir attraper un shampoing, faire tout ce que vous avez à faire. Et quand vous ouvrez la porte de la douche, combien d'espace il va falloir que vous trouviez pour aller chercher une serviette. Donc là, j'ai compris aussi que mon corps serait vraiment un instrument très important, un instrument de mesure, un instrument de compréhension dans mon espace. Pareil pour une cuisine, je me mets devant le fourneau, combien de pas je veux faire pour aller chercher quelque chose dans le frigidaire ou dans le placard. Et donc tout est devenu en fin de compte par rapport à mon corps. Donc petit à petit, voilà, je continue à me approprier cette maison. Et après, il y avait la notion de couleur. La couleur, ça a été très intéressant parce que préalablement, comme je disais, j'étais dans la publicité de parfums. Et même avant, même ça, dans la publicité de cosmétiques, j'allais très très souvent vérifier l'impression donc chez les imprimeurs qui imprimaient les magazines pour vérifier par exemple la couleur d'un rouge à lèvres ou d'un maquillage ou quelque chose pour que ça soit vraiment très précis, exactement la couleur qu'il fallait qu'elle soit. Donc j'ai vraiment appris à travers l'imprimerie avec les 4 couleurs dont on utilise pour imprimer, c'est-à-dire le noir, le rouge, le bleu et le jaune, ce qu'on appelle le black, cyan, magenta et yellow. Comment ajuster toutes ces couleurs pour créer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quelque part. Donc les couleurs, j'avais une bonne notion.
Et pendant que je faisais ma chimiothérapie, euh, j'étais allé voir un médecin en médecine chinoise pour me désintoxiquer de tous ces produits chimiques quelque part que j'absorbais et qui étaient très néfastes pour mon corps, même si il essayait de tuer ce cytomégalovirus. Et du coup, ce que mon médecin en médecine chinoise me faisait faire, il me faisait tendre mon bras devant moi en me donnant des herbes pour essayer justement de me désintoxiquer. Et il me demandait de tenir donc cette herbe dans mon poing et de tenir mon bras droit et de résister au maximum. Et lui, il me poussait sur le bras. C'est vrai que j'ai réalisé que certaines herbes me donnaient plus d'énergie, plus de force que d'autres. C'est là où il m'expliqua, c'est comme des énergies, comme l'électricité quelque part. Deux énergies qui se complètent vont me donner plus de force. Un peu le système des vitamines, c'est-à-dire si certaines vitamines dont on a besoin vont nous donner plus de force que d'autres. Et c'est un peu le même système. Et en fin de compte, je me suis rappelé de cette expérience et j'ai essayé de faire la même chose avec des couleurs parce que pour moi, les couleurs sont des vitamines, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Et voilà, j'ai demandé à quelqu'un de me donner des échantillons de couleurs sans me dire la couleur naturellement. Et j'ai fait le même exercice et je réalisais que certaines couleurs me donnaient plus de force que d'autres. Dont une spécifiquement, c'était un orange brûlé, un peu la couleur des boîtes Hermès, si vous voyez un peu cette couleur-là. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu rire quand il m'a dit cette couleur-là, parce que c'était une couleur un peu fétiche que j'ai toujours adorée. Comme les vitamines, naturellement, on ne va pas prendre des doses énormes de couleurs. Donc, les couleurs, il faut aussi savoir les gérer et en avoir assez pour nous faire du bien, mais pas trop où on fait une intoxication quelque part. Et c'est ça que j'ai vraiment tous les concepts que vous venez de partager. C'est ça que j'ai vraiment adoré dans votre livre. On y reviendra d'ailleurs à votre livre. Mais c'est vraiment une nouvelle manière de penser la maison. Et personnellement, moi, je vous ai découvert dans l'émission donc Grand Bien vous fasse sur France Inter, et vos propos ont vraiment résonné comme ils résonnent encore plus aujourd'hui, parce que vous insistez vraiment sur l'importance du lien entre nos deux maisons, donc celle que nous habitons et la maison intérieure que nous portons en nous. Vous mettez ça genre, oui, Justement, c'est ça qui a été très intéressant, c'est que, voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand je suis allé voir cet ophtalmologue et qui m'a expliqué que j'étais infecté par ce virus, le cytomégalovirus, qu'il allait me rendre aveugle, ce qu'il a fait, pour lui, j'allais en mourir. Et c'est là qui a été très intéressant, c'est qu'en refaisant ma maison, cette maison, donc j'ai commencé les travaux, donc en la refaisant vraiment, parce que j'avais fait d'énormes travaux, je n'ai pas réalisé sur le moment, mais j'étais aussi en train de reconstruire ma santé. C'est-à-dire que petit à petit, quelque part, il y avait cette espèce de miroir entre mon environnement et moi-même. Et ce qui a été extraordinaire, c'est quand j'ai fini cette maison et que je faisais naturellement des examens de santé très, très, très souvent, mes médecins étaient absolument choqués. D'ailleurs, j'ai fait la une il y a un journal médical très connu aux États-Unis qui s'appelle le New England Medical Journal. J'ai fait la une de ce journal parce que j'étais un peu le miraculé. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit mon dernier livre, Reconstruire sa maison intérieure, se sentir bien chez soi et en soi. Parce que c'est vrai qu'en reconstruisant cette maison, je me suis reconstruit moi-même également. Et que quand j'ai fini cette maison, moi qui avais toujours été dans quelque chose de très visuel, puisque j'étais dans la publicité, de fringues d'abord et après de parfums, quand les gens sont venus voir les premiers agents immobiliers qui sont rentrés dans cette maison pour me donner donc un prix pour la revendre, parce que je devais la revendre pour payer toutes mes factures, me disaient tous « Qu'est-ce qu'on se sent bien chez toi? Qu'est-ce qu'on se sent bien? On n'a pas envie de partir. » Et j'avais quitté ce vocabulaire dont j'étais très habitué, un vocabulaire très esthétique, puisque j'étais dans un monde d'esthétisme, pour rentrer dans un monde de bien-être, un vocabulaire qui avait vraiment à faire avec l'intérieur, quelque chose de très intime. Et c'est là vraiment où j'ai réalisé que j'avais dépassé quelque part
ce côté visuel pour rentrer vraiment dans quelque chose de très profond. Et ce côté bien-être, pour moi, est un succès. Quand on crée une maison, quand on réalise une maison, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour mes clients, voilà, je me mets dans leur univers parce que je ne crée pas leur maison pour moi, c'est pas à mon image, je me mets dans leur tête en passant beaucoup de temps à leur poser beaucoup de questions pour vraiment comprendre comment ils vivent, ce dont ils ont besoin et pour créer ce bien-être qu'on recherche tous quelque part, surtout maintenant ce qu'on a tous réalisé à travers cette période qui a été très difficile, où on a tous été un peu bloqués chez nous, combien notre intérieur peut nous faire du bien, mais aussi combien il peut être néfaste, combien on peut se sentir mal ou pas trouver sa place dans notre intérieur. Et se sentir bien chez soi, en fait, c'est... moi, je partage cette opinion et je pense que de plus en plus de personnes la partagent également exactement pour les raisons que vous venez d'expliquer. En fait, se sentir vraiment bien chez soi, c'est une sensation unique. On l'a tous ressenti au moins une fois dans sa vie, mais parfois, finalement, après un déménagement, après un changement de vie, ça nous échappe et on finit par oublier à quel point finalement c'est agréable et quasiment naturel de rentrer chez soi et de se sentir vraiment bien. Et ce qui ressort de votre dernier livre, justement, c'est que se sentir bien chez soi, bon, il n'y a pas de formule magique, hein, ça prend du temps. Vous offrez plein de conseils très pratiques avec des exemples pour les illustrer. Mais je suis curieux, là, pour nos auditeurs en fait, qui nous écoutent, d'après votre expérience en tant qu'architecte d'intérieur, quelle est justement l'erreur la plus fréquente que font les gens qui emménagent dans une nouvelle maison ou un nouvel appartement? Parce qu'on sait que ça prend du temps de retrouver cette sensation de se sentir vraiment bien chez soi. Est-ce que quand vous travaillez avec des clients qui viennent d'emménager, vous remarquez des erreurs, entre guillemets, ou des conseils que vous aimez bien leur donner pour les aider sur ce point-là? Alors, erreur, c'est intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas forcément d'erreur, comme que les gens me disent, ah, mais quel est le bon goût? Il n'y a pas de bon goût. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens se retrouvent chez eux. Ça doit être un endroit de bien-être. D'abord, il faut oublier que c'est un endroit strictement visuel. Non, un endroit n'est pas strictement visuel. Un endroit doit être sensoriel, c'est-à-dire qu'il faut travailler tous les sens. C'est important. Moi, j'ai eu des clients qui ne réalisaient pas quelque part qu'il y avait des sons qui les dérangeaient ou des odeurs ou même trop de choses. C'est vrai que souvent, on garde des choses, comme vous parlez de déménager. Quand on déménage, justement, c'est l'occasion de laisser le passé derrière soi, de laisser des choses. Vous savez, une maison a son identité aussi. Moi, ce que j'explique à mes clients, c'est qu'on doit être en harmonie avec notre intérieur. C'est-à-dire, on a deux identités. On a l'identité de la maison et on a notre identité à nous. Et c'est comment ces deux vont se marier. C'est déjà comprendre, avoir la compréhension de ça. On ne peut pas adapter une autre maison dans laquelle on vivait et prendre tout ça et l'imposer à un nouvel intérieur. Ça ne marche pas. C'est comme si vous preniez une relation, vous passiez d'une relation à une autre et que vous allez traiter la nouvelle personne que vous avez dans votre vie exactement comme vous allez traiter l'ancienne personne. Non, c'est juste pas possible. Donc, c'est déjà avoir la compréhension de ça, qu'on va avoir affaire à quelque chose de nouveau. Donc, quand on a affaire à quelque chose de nouveau, déjà, on commence à le comprendre. Moi, j'aime passer du temps dans un endroit où il n'y a rien, pour l'instant, déjà pour le ressentir. C'est-à-dire écouter, sentir, toucher, ressentir l'espace, le volume et comprendre justement comment une maison se déroule. C'est-à-dire, il y a un flow, il y a une espèce voilà, quand on passe d'une pièce à l'autre, de quelque chose, il y a quelque chose qui se passe chaque fois. C'est déjà comprendre ce déroulement un peu de cette maison. Bon, moi, je travaille je vais beaucoup plus loin parce que quelquefois, je casse les murs, je change la position des pièces, j'ouvre où il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur. Bon, ça, c'est encore un autre travail. Mais si vous allez juste emménager dans un endroit sans rien vraiment y toucher, commencez déjà à mettre l'essentiel. Donc, quelque part, on va parler d'un salon. Bon, qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est déjà peut-être des canapés, des chaises, une table basse. Ce sera peut-être c'est quelque chose. Donc, commencez petit à petit. Vous mettez votre canapé, où vous allez le mettre, où c'est le plus logique,
où ça ne va pas bloquer le passage. Voilà, où il est bon, probablement face à une cheminée ou face à une vue ou quelque chose qui est logique. On n'a pas forcément besoin de mettre un canapé contre un mur. C'est toujours cette espèce de besoin de tout mettre quelque part contre les murs. Bon, pour moi, j'essaie de créer un îlot, c'est-à-dire un îlot de conversation, quelque part où on se retrouve. Vous savez, c'est un peu comme les gens, quand vous mettez une foule quelque part, vous verrez que ces gens se rassemblent et vont faire une espèce d'îlot, par exemple sur une place, parce qu'il y a une espèce de distance qui est agréable pour pouvoir discuter, échanger entre les gens. Ça, il faut s'en rappeler. Quand on crée un espace, justement, dans notre salon, on veut ne pas être trop loin les uns les autres, trop loin d'une table basse, c'est-à-dire, une fois de plus, j'utilise mon corps, c'est-à-dire le mouvement de mettre peut-être un verre ou un magazine sur cette table basse. Si on se lève pour aller le mettre sur la table basse, ben, ça ne va plus. Donc, quelque part, attendez, vous pouvez éditer ça? Désolé. On pourra essayer, mais vous en faites pas. D'accord, désolé. Mais donc, voilà, donc c'est cette compréhension vraiment de pouvoir avoir. Vivre sa maison, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut avoir l'espace nécessaire pour pouvoir vivre, c'est-à-dire passer derrière le canapé, mettre ce verre sur la table, avoir de l'espace. Et c'est pas forcément avoir toujours à tout combler, c'est-à-dire vous mettez le nécessaire. Et après, vous voyez si vraiment il y a encore de la place, s'il y a besoin de mettre quelque chose d'autre. Moi, je commence toujours par les choses essentielles. Après, peut-être mettre des tableaux au mur ou peut-être mettre une commode ou quelque chose qu'on peut rajouter. Mais c'est éviter de trop mettre. On a une tendance à vouloir toujours mettre et ajouter. Ce qui est aussi extraordinaire dans une maison, c'est qu'une maison doit toujours être en évolution, comme nous d'ailleurs. On est toujours en train d'évoluer, on est toujours en train de changer. Moi, j'adore à travers mes voyages, à travers mes expériences de vie, découvrir quelque chose que j'ai envie de ramener, quelque chose qui est précieux, que j'ai envie d'avoir autour de moi. Et ça, c'est important. Ce n'est pas parce que vous avez emménagé quelque part que tous les murs doivent être couverts de tableaux ou d'objets. Prenez le temps d'aménager cette maison, prenez le temps d'amener des choses qui sont importantes. C'est pour ça que j'aime pas trop les objets de déco pour juste mettre quelque chose sur une table ou quelque part, juste parce que voilà, faut mettre quelque chose là. Il faut que cet objet soit important. Moi, chez moi, quand je vois tout ce qui est autour de moi, j'utilise voir parce que je n'ai pas changé de vocabulaire, tout a une importance. Moi, je veux vous parler de chaque chose, de chaque bibelot, de chaque tableau, de chaque objet, parce que ça a une importance, parce qu'il vient de quelque part, parce que je ne l'ai pas choisi, ce n'est pas anodin. C'est là pour me faire du bien, c'est là parce que ça me rappelle quelque chose. Dans votre livre, justement, en parlant de déco et d'inspiration et d'idées, il y a un passage que je trouve super intéressant. Et ça va à l'encontre un peu d'Omnisty, puisqu'on a un site d'inspiration, mais je l'ai pris. Enfin, pour moi, je pense qu'effectivement, les gens se laissent trop influencer. Et vous dites, même si vous êtes passionné par la décoration ou en phase d'aménagement, ne lisez pas trop de magazines ou de livres sur le sujet. Ils vous influenceront malgré vous et vous inciteront à revenir sur vos projets initiaux. Et vous continuez, vous dites, résistez aux conseils et suivez votre voie, celle qui sera la plus authentique et la plus fidèle à votre personnalité. Et bien justement, comment ne pas se laisser influencer avec la quantité de contenu qu'il y a sur Pinterest, sur Instagram, sur les sites comme Omnisty, on en est coupable, dans les magazines déco, les amis qui vont donner des conseils, les inspirations qu'on voit à droite à gauche. Comment on fait vraiment pour se recentrer et se dire, OK, c'est ça que je veux, c'est ça ma voie? Parce que c'est compliqué. Bien sûr, c'est compliqué parce que souvent, on n'a plus confiance en nous. C'est vrai qu'on perd notre confiance, on a l'impression que voilà, on n'a pas forcément de bon goût, ou il faut s'inspirer de quelque chose qui est peut-être à la mode, comme une couleur à la mode, ce qui est absolument absurde. C'est comme si on disait qu'un épice… On en parlera. Pardon? On en parlera des couleurs à la mode. Oui, tout à fait. Mais voilà, moi, ce qui est important, c'est de nous retrouver, nous, avec des choses qui nous ressemblent, qui nous font du bien. C'est-à-dire, si on a un style
c'est vraiment comme la mode aussi. Si on a un style, qu'on garde notre style, qu'on n'essaye pas de quelque part de se travestir en essayant d'être quelque chose d'autre parce que telle ou telle chose est à la mode. Moi, je pense honnêtement, bon, c'est vrai qu'on peut complètement voir, regarder des magazines, des choses. C'est certain, c'est la culture générale, mais il ne faut pas essayer de reproduire quelque chose chez nous. C'est un peu, quelque part, je vais aller un peu plus loin, c'est comme si on lisait un livre avec une relation d'amour et qu'on va dire, ah ben, je vais vivre ma relation avec mon conjoint de la même manière que dans ce livre ou dans ce feuilleton ou dans ce film. Non, on est tous uniques. Il faut garder ce côté unique parce que c'est ça qui nous fera du bien. Vous savez, quand on choisit des parfums, quand on choisit, c'est quelque chose qui est très, très, très personnel. C'est un peu la réaction que ça, je parle de parfum, c'est mon ancien travail, et c'est un peu la réaction que ça va avoir sur notre peau, ça va un peu, il faut que ça nous ressemble, que vraiment que ça nous fasse du bien, que cette odeur nous parle et d'une manière très profonde. Et c'est la même chose. Notre environnement doit être unique à nous-mêmes. Donc, vraiment, doit être un miroir et pas le miroir de quelqu'un d'autre. Et sûrement pas le miroir d'une mode, d'une tendance. Et sur Omnisty, justement, au niveau des couleurs, on voit à quel point la peinture et les couleurs fascinent et interrogent nos lecteurs. On a beaucoup, beaucoup de questions sur tous nos articles qui parlent de la peinture du couloir, de la cuisine, etc. Et vous expliquez notamment dans votre livre que les couleurs, en fait, sont une mode. C'est exactement ce que vous venez de dire. Vous faites une référence à Pantone, par exemple. Est-ce que vous avez justement, alors vous avez déjà partagé en introduction vos conseils pour les choisir en faisant le parallèle avec la médecine chinoise et l'énergie, les vitamines. Ça, c'est super intéressant et j'invite tous les lecteurs, tous les auditeurs, pardon, à essayer. Mais est-ce que vous avez peut-être d'autres conseils pour, entre guillemets, bien les choisir? Parce que ça peut être, alors peindre un mur, ça semble simple, mais disons que le choix des couleurs, encore une fois, c'est loin d'être simple pour la plupart d'entre nous. Alors moi, ce que je conseille toujours, c'est déjà de vivre avec un peu notre espace avant de commencer à choisir les couleurs. Alors ce qui est le plus simple, c'est déjà commencer avec du neutre, c'est-à-dire moi je conseille un blanc, un petit peu blanc cassé, c'est-à-dire un blanc avec une touche de marron dedans parce que le blanc, le pur blanc, le blanc de neige est très difficile, c'est aveuglant. Donc avec une touche de marron, vraiment qu'une touche, c'est beaucoup plus agréable. Et après, de vivre avec. Et c'est pas d'essayer de mettre d'abord les couleurs à la mode, une fois de plus, c'est absolument ridicule. C'est comme si on disait, ben voilà, en ce moment, il y a je sais pas, le basilic est à la mode, on va tous manger des choses avec le basilic. C'est aussi stupide que ça, quelque part. Et après, c'est réaliser que certaines couleurs nous reposent, d'autres couleurs peut-être nous excitent, d'autres couleurs sont plus appropriées à certaines pièces. C'est certain qu'on ne va pas forcément utiliser les mêmes couleurs dans une chambre qu'on va utiliser dans un salon ou dans par exemple, une salle de bain. Surtout les salles de bain, parce que les couleurs vont influencer notre teint. Donc, moi, je dis toujours dans les salles de bain, utiliser tout ce qui est vert, tout ce qui est bleu. Voilà, parce que le vert, le bleu n'est pas flatteur du tout pour votre teint. Donc, sur une salle de bain, il faut être un petit peu plus dans les neutres. Ou alors, si vous voulez quelque chose, malheureusement, ce n'est pas une couleur que moi j'apprécie énormément, mais ce serait plutôt les roses qui vont vous donner le meilleur des teints. Mais après, si vous restez dans les taupes, si vous restez dans les blancs, si vous restez… Et vous pouvez par contre jouer avec les couleurs, avec les serviettes. Les serviettes, aucun problème. Vous voulez des couleurs, utilisez les serviettes comme accessoires de couleurs, ça c'est super. Une super Mais par contre, effectivement, et qui permet aussi dans la chambre, parfois on veut tout repeindre alors que changer la taie des oreillers ou la housse de couette, le linge de maison, en fait, a ce pouvoir de changer l'atmosphère à travers les couleurs. C'est tout simple et pourtant on n'y pense pas. tout à fait. Je conseille complètement ça. En plus, c'est sympa parce que c'est facile à changer d'une saison à l'autre aussi. C'est vrai que l'été, on a plus envie de couleurs peut-être plus fraîches que l'hiver. L'hiver, on aurait plus envie de couleurs un peu plus sombres, un peu plus qui nous donnent ces sentiments
de cocon. Voilà, ça c'est très très facile justement avec les draps, voire même les rideaux. Moi, je trouve que ça peut être très sympa d'avoir un peu des rideaux de saison, c'est-à-dire l'été, avoir plus des rideaux en lin, des choses plus légères et des matériaux plus lourds pour l'hiver. Ça, c'est quelque chose de facile à faire. Pareil pour des coussins. Donc, moi, généralement, quand je dis à mes clients, je leur dis, quand vous utilisez des couleurs, ne choisissez pas, par exemple, un sofa d'une couleur que peut-être à un moment donné, vous en aurez marre. Mais pour revenir vraiment à la compréhension des couleurs, les couleurs doivent être quelque chose vraiment qui vous parle et qui vous font du bien. Et c'est pour ça, c'est essayer de comprendre ça. Et en plus, les couleurs varient selon l'heure de la journée. Mhm. Parce que quand je conseille, quand on a déterminé une couleur, parce que cette couleur justement nous plaît, c'est de choisir différents échantillons de cette couleur, donc peut-être des variations, et de peindre sur votre mur 3, 4 couleurs, donc des échantillons, et de les regarder selon l'heure de la journée, parce que selon l'heure de la journée, la lumière va varier, va les faire varier jusqu'au moment donné où vous soyez satisfait, c'est-à-dire que le matin, le midi, le soir, et aussi avec des lumières artificielles pour voir un peu comment elles évoluent. Et selon comment elles évoluent, ben, vous choisirez celle qui est appropriée. Parce que je vois souvent des gens qui regardent des couleurs sur des échantillons, et quand ils ont peint cette couleur sur le mur, ils se disent, mince, ben, ce n'est pas la couleur de l'échantillon. Parce que justement, elle va être influencée par son entourage, par les autres couleurs autour et aussi par la lumière du moment de la journée. Et une autre chose que je conseille, c'est qu'on n'a pas besoin de peindre tous les murs d'une pièce d'une couleur. Vous pouvez rester dans les neutres et peindre un seul mur, ce qui donne aussi une ambiance. Même chose d'ailleurs pour un papier peint. Pour un papier peint, vous pouvez utiliser le papier peint comme un tableau quelque part, même mettre une partie du mur en papier peint avec, vous pouvez faire une espèce de cadre autour ou le reste le peindre, ce qui donne quelque chose de très intéressant. Donc, il faut savoir le doser et le doser à petite dose. C'est plus facile d'augmenter qu'après de repeindre par-dessus. Ouais. Donc, doser comme des vitamines. Tout à fait, voilà, c'est ça. On teste et si on doit augmenter le nombre de vitamines, ben on augmente. C'est un super concept. Et vous partagez également dans votre livre un conseil qui paraît, mais encore une fois, c'est ça que j'ai vraiment adoré dans votre livre. C'est toutes les choses que vous expliquez. Une fois qu'on les dit, on se dit, mais en fait, c'est évident. Mais il fallait lire le livre pour les comprendre. Comme par exemple, vous dites, si vous choisissez par exemple une couleur dans un moment de fatigue ou de stress, vous aurez de grandes chances de vous tromper. Oui, c'est évident, mais pourtant, j'y avais jamais pensé avant. Et c'est tout ça, encore une fois, le vivre sa maison, vivre à la maison. Je trouve que ce sont des astuces qu'on ne retrouve pas assez sur les sites, justement, sur les sites comme Omnisty. Et c'est vraiment le contenu que j'aimerais faire ressortir. Donc, c'est pour ça que cette conversation, là, je suis en train de noter en même temps toutes les idées que vous partagez. Je trouve ça vraiment super intéressant. Bah, merci, mais c'est vrai que souvent, quand on emménage quelque part, on est stressé, on est fatigué. Et c'est là où on a l'impression qu'il faut prendre les décisions. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas besoin de le faire tout de suite. Prenez le temps, faites-le plus tard. Peindre un mur, vous pouvez le faire même avec des meubles à l'intérieur. Vous avez juste à les protéger, les bouger. Mais ne pensez pas que vous avez besoin de tout faire maintenant. Ne pensez pas que vous avez besoin de tout emménager, de prendre des décisions sur tout. Prenez le temps. C'est une rencontre, une nouvelle maison. Vous savez, c'est comme une relation. Quand vous connaissez quelqu'un, petit à petit, vous apprenez à connaître cette personne, à connaître leur goût, à connaître leur façon de penser, leur façon de vivre. C'est exactement là avec une maison. La maison, vous l'appropriez. Elle vous approprie aussi petit à petit. C'est cette espèce de danse que vous faites avec elle. Et il faut apprendre à danser et à danser correctement. Donc, c'est pas parce que vous déménagez que tout doit être fini le jour J. C'est vraiment une progression. Et comme je disais tout à l'heure, une maison doit évoluer comme vous évoluez dans la vie. Votre maison va évoluer avec vous. Justement, c'est une transition parfaite vers ma prochaine question qui concerne le stress.
d'un déménagement ou même d'un projet de déco. La plupart des gens ont peur de se tromper et veulent faire en fait un intérieur qui soit à la fois tendance, agréable et abordable. Et finalement, ouais, la déco à l'intérieur, c'est quand même un gros projet qui peut être stressant. Et donc, justement, de prendre le temps et de se dire, bon, bah, effectivement, j'ai pas envie que tout ne sera pas parfait dès le début, et c'est OK. Je pense que c'est vraiment un conseil qui va résonner pour nos éditeurs qui semblent un peu au pied de la montagne et qui se disent, oh mon Dieu, je dois relooker mon salon. Enfin, j'ai envie de relooker mon salon, mais je sais pas trop comment commencer. Pour vous, donc, c'est vraiment prendre le temps et d'imaginer les choses au fur et à mesure. C'est ça votre conseil numéro un pour vos clients? Déjà, moi, je pense que c'est déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est déjà comprendre l'espace. C'était avant même de mettre un meuble dans cet espace, c'est de comprendre en passant un petit peu de temps dedans. Mhm. Comme je disais, en touchant, en écoutant, en sentant. C'est un peu comme un plat où vous allez petit à petit mettre des épices pour le sublimer. Et c'est absolument la même chose. Ce plat va être différent d'un autre plat selon justement ce que vous utilisez. Donc, on ne peut pas imposer dans un espace ce qu'on aura mis, par exemple, dans un autre espace. Mhm. Chaque espace a sa personnalité et c'est à vous à le découvrir. Une fois de plus, c'est comme une relation avec quelqu'un. Vous commencez à découvrir la personne petit à petit. Donc, mettez les choses qui vous semblent essentielles au début et petit à petit, vous complétez, vous complétez, vous complétez. C'est d'ailleurs très excitant parce que du coup, ça change sans arrêt. Et après, vous pouvez aussi modifier. Par exemple, si vraiment vous n'avez pas l'argent pour l'instant d'acheter un nouveau canapé et tout, vous mettez celui que vous avez et ça fera ça pour un moment donné, jusqu'au le jour où vous trouverez le canapé qui sera parfait pour cette pièce, qui sera plus approprié. Euh, Moi, je déconseille carrément d'aller tout de suite acheter tout ce qu'il faut pour un déménagement, acheter deux, trois choses et après continuer à emménager petit à petit de cette manière. D'accord. Moi, je me rappelle quand j'ai emménagé à Paris, quand je suis revenu des États-Unis et que voilà, j'avais loué un appartement meublé. Quand j'ai finalement euh, trouvé mon appartement pour moi, bah, j'ai acheté que les canapés et j'avais même pas de table basse. Et après, bah, j'ai trouvé la table basse qui était appropriée. Et petit à petit, j'ai acheté un tapis aussi qui allait fonctionner. Et, et j'ai vraiment pris mon temps parce que j'avais envie de découvrir cet univers. Et cet univers, j'avais vraiment envie de le vraiment le sublimer, de, qui me parle et qui me ressemble et que bah, je n'avais pas encore trouvé les choses qu'il fallait. Et j'ai pris mon temps et les gens, quand ils venaient vraiment dans cet appartement, ils me disaient tous, mais tout est parfait, tout a l'air d'être fait pour l'espace. Bah, parce que j'ai pris mon temps pour le faire. Mhm. Et justement, ça, vous l'avez dit en intro et vous l'avez dit lors de notre discussion avant l'appel. Vous avez dit quand les gens viennent chez moi, ils ont rarement envie de repartir. En intro, vous disiez la même chose pour les agents immobiliers. Mais justement, ça, pour moi, c'est la consécration ultime, en fait. C'est jackpot. Si on se sent bien chez soi et qu'en plus, on peut offrir à nos invités cette sensation qui est super agréable de qu'est-ce qu'on est bien chez toi, etc. C'est vraiment jackpot. Alors, quel est votre conseil? C'est dû à quoi, à votre avis? C'est justement ce mélange d'avoir pris le temps d'essayer de comprendre l'espace ou est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui revient chez vos invités qui vous disent ça, qui vous disent j'ai pas envie de partir? Ouais, je pense que ça a affaire à beaucoup de choses. C'est déjà parce que j'utilise tous mes sens. C'est-à-dire que j'aime que ça sente bon. Donc, je suis sensible aux odeurs, je suis sensible au toucher. Quand je choisis des matériaux, moi, je ne les choisis pas parce que c'est joli. J'ai choisi parce que quand, par exemple, je reviens à un canapé, quand je m'assieds sur un canapé, j'ai envie que le tissu sur lequel je suis soit agréable au toucher. Que, par exemple, si je suis en short, ben, que ce ne soit pas quelque chose qui est collant ou qui gratte ou quoi que ce soit. Quand je choisis une chaise pour une table de salle à manger où je vais recevoir des amis, bah, bien sûr que je vois qu'il y a un côté esthétique, mais je suis surtout qu'il y a un côté confortable. Une chaise est faite pour une chose, c'est d'être assis dessus. Et ce n'est pas un objet de sculpture.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des chaises qui sont très sympas, mais après être assis dessus une demi-heure, on a mal aux fesses. C'est pas le but. Je veux que quand je mets mes mains ou mes bras sur un plateau d'une table de salle à manger, que ça soit agréable, pas que ça soit froid ou pas que ce soit collant ou pas que je vois l'empreinte de mes bras. Euh, il y a toutes ces différentes choses qui comptent. Donc, quand on va choisir des choses, pensez pas forcément au côté visuel, pensez au côté sensoriel. Est-ce que, un, ça va être agréable au toucher? Deux, est-ce qu'il y a une odeur? Je sais que j'ai travaillé pour des grandes marques qui avaient des problèmes avec certains de leurs meubles parce que justement, à cause des colles, à cause des produits chimiques pour teindre les tissus et tout ça, bah, ces meubles avaient une certaine odeur qui ne sortait pas et les gens les ramenaient parce qu'ils disaient bah non, voilà, je peux pas. Ça. Donc même si le look était bon, même si c'était quelque chose de joli, bah, il y avait ce côté toxique, donc olfactif. Ça c'est très important. Pensez à tous ces différents aspects. Donc le toucher, l'odeur, aussi les sons. Quand on constitue une pièce, si par exemple on a un appartement haussmannien avec des plafonds très hauts, il va y avoir un écho qui va être désagréable. Donc comment on va pouvoir casser ces échos? Avec des tentures, avec des tapis, avec des meubles peut-être qui sont en tissu plutôt qu'en matériaux durs. Donc peut-être éviter des tables en verre ou en marbre ou voilà, du métal, elle est plus vers quelque chose comme du bois, des choses qui absorbent. Il faut écouter, sentir, toucher. Donc vraiment, une fois, c'est pour ça que je dis dans mon livre, j'explique, quand vous rentrez dans un espace, fermez les yeux et commencez à comprendre tous vos autres sens. C'est vraiment comme un plat quelque part. C'est chaque épice amène un goût, doit sublimer ce qu'on est en train de faire. Là, c'est vraiment tous nos sens sont très importants dans notre intérieur. Ok, super intéressant. Et on parlait du confinement très rapidement en introduction. On constate clairement hein, qu'avec le confinement, en fait, ça pousse les gens à repenser leur maison, leur environnement et même complètement leur mode de vie. Est-ce que vous pensez qu'on va assister à des changements assez radicaux ou fondamentalement, vous pensez que les choses dans le domaine du vivre à la maison vont plus ou moins rester les mêmes? Est-ce que vous constatez déjà peut-être des changements chez vos clients, chez vos partenaires, dans le monde de la déco, de l'aménagement? Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui était très important, c'est le télétravail. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient obligés de faire du télétravail. Et d'ailleurs, il y a un chapitre dans mon livre sur avoir un bureau chez nous. Mhm. C'est aussi comprendre que notre travail doit être séparé de de notre vie personnelle. Même si on est seul, si on vit seul, par exemple, avoir un bureau dans sa chambre, non. Je déconseille ça fortement. Un bureau, quelque chose, on ne peut pas s'endormir en voyant notre bureau, en étant dans la même pièce que notre travail. Bon, naturellement, vous allez me dire, si je suis dans un studio, très bien, mais essayez peut-être de mettre quelque chose pour le séparer. Par exemple, moi, je sais que quelquefois, j'ai trouvé une solution dans un placard ou c'est un bureau qu'on met dans un placard qui puisse s'ouvrir. Et voilà, donc quand on travaille, ben, on ouvre ce placard et donc le bureau est à l'intérieur. Et quand on a fini sa journée, on ferme ce placard. Ou alors peut-être Ah, il y trouver a un pas mal paravent Mhm. ou une façon de pouvoir justement séparer ce côté travail du côté plaisir, du côté familial. Par exemple, ne pas utiliser sa table de salle à manger comme bureau. Ça, c'est un grand non. Parce que d'abord, vous ne l'utiliserez plus parce qu'il y aura des papiers dessus, donc vous allez mal manger. Vous allez manger soit sur le comptoir de la cuisine ou sur la table basse ou quelque part. Donc, il y aura plus cet échange qui est important. L'échange qu'on a lors d'un déjeuner, d'un dîner, c'est vraiment quelque chose qui est très, surtout dans notre civilisation, en tant que Français, l'échange autour de plats, de cuisine est extrêmement important dans notre
dans notre civilisation, dans notre communauté. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas... voilà, faut le respecter, il faut le continuer. Donc, évitez carrément la table de salle à manger pour votre bureau. Trouvez un petit espace quelque part. Après, bon, bah, si vous avez une pièce que vous pouvez utiliser, génial, même si ça peut doubler en chambre d'amis. Ça, je l'explique aussi. C'est aussi la position du bureau dans une pièce par rapport à la lumière. C'est aussi les couleurs que vous allez utiliser dans un bureau qui doivent être stimulantes. C'est aussi la lumière. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une technologie où une lumière peut s'adapter à la lumière du jour, c'est-à-dire le matin, la lumière sera plus froide et va évoluer sur une lumière plus chaude selon l'heure de la journée, ce qui, pour les yeux et pour notre énergie et pour notre bien-être, va être vraiment génial parce qu'on s'adapte à la lumière de l'extérieur, même si on travaille à l'intérieur. Donc, notre esprit, notre énergie, nos émotions évoluent comme si on était à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est des techniques, des choses qui sont faciles à utiliser et qui vont vraiment nous faire du bien. Ok, super. Et quel est le conseil que vous donnez aux personnes qui souhaitent faire appel à un architecte d'intérieur? Comment, entre guillemets, bien le choisir? On sait que c'est parfois intimidant, on pense que c'est coûteux, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, comment va se passer la collaboration. D'expérience, j'ai récemment emménagé dans une nouvelle maison. J'ai interrogé beaucoup de professionnels pour l'aménagement et la rénovation de l'espace. Et pas un seul, en fait, ne m'a demandé les matières que je préfère, les styles, les influences, comment je vis. Alors, est-ce que je suis très mal tombé ou est-ce que c'est plutôt pratique courante et voilà, quels sont vos conseils pour les personnes qui se disent ah quand même j'aurais bien aimé avoir un petit coup de pouce, mais voilà, je vais quand même pas faire appel à un architecte d'intérieur. Vous savez, c'est marrant, ça me fait rire ce que vous me dites parce que c'est comme si vous alliez dans un restaurant et que le chef vient vous voir. Déjà, moi, je pense que le chef va vous demander est-ce que vous aimez le poisson, vous aimez la viande, vous aimez telle ou telle chose. Je pense que c'est déjà primordial. Donc moi, naturellement, quand moi je travaille avec un client, je peux pas parler des autres parce que je vais sûrement pas, voilà, je vais pas critiquer mes collègues. Mais pour moi, quand je travaille avec un client, il faut que je rentre dans leur tête, il faut que je rentre dans leurs habitudes, il faut que je les comprenne, il faut que vraiment, quelque part, je puisse, je m'oublie moi-même et, bon, et je rentre dans leur mode de vie. Donc, c'est quelque chose de très intime. Moi, j'appelle ça un peu de la psychologie. C'est être un peu un psychologue que d'être un architecte d'intérieur. Parce que j'ai envie de comprendre votre mode de vie, j'ai envie de comprendre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, que ce soit les couleurs, que ce soit les matériaux, que ce soit comment vous allez vivre, recevoir. Voilà, est-ce que cette pièce, telle et telle pièce est plus importante pour vous qu'une autre? Pour moi, c'est quelque chose de vraiment extrêmement intime. Donc, quand on choisit quelqu'un pour travailler avec nous, quelque part, c'est vraiment choisir quelqu'un avec qui on va avoir confiance, quelqu'un qu'on a l'impression qu'ils nous comprennent, qui sont là pour nous accompagner, parce que c'est ce que je fais. Moi, je n'impose rien à soi. Moi, je donne à mes clients des solutions. Je leur offre différents choix, des choses qu'ils ne connaisseront pas. Mais je ne suis jamais là pour leur imposer quoi que ce soit. Moi, j'ai eu des clients qui sont venus me voir, qui ont travaillé avec des gens très connus et qui me disent, bon, bah, c'est très beau chez moi, mais j'ai l'impression d'être dans un showroom. Je n'ai pas l'impression d'être chez moi. Donc les architectes parfois ont tendance à se faire un peu leur catalogue et leur Ah, mais tout à vitrine en fait. travaillant et c'est ça, je pense que c'est mon expérience et c'est pour ça que effectivement ça vous a fait sourire, je pense que c'est l'expérience de beaucoup de personnes et je pense que c'est comme en fait construire sa maison, il faut construire la relation qu'on a avec son architecte d'intérieur et vraiment sentir au fil des conversations, ah bah tiens oui effectivement cette personne comprend ce que je recherche, comprend mon mode de vie, me pose les bonnes questions, et puis à partir de là, c'est de la confiance. Bien sûr. Moi, il y a une autre chose qui est très importante quand je travaille avec mes clients, c'est aussi de leur expliquer ce qui est important dans une maison. C'est-à-dire, on va peut-être dépenser plus d'argent sur ça et d'autres choses qu'on peut faire plus tard. Si on n'a pas le budget, ben on va attendre pour certaines choses pour pas qu'ils aient à faire deux fois la même chose. D'accord.
voilà. Et aussi, je pense aussi toujours, même si les gens me disent, ah, ben, de toute manière, ça va être la maison, je vais y vivre jusqu'à la fin de mes jours, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, quand je travaille aussi avec des clients, je pense toujours à un jour s'ils ont besoin de revendre cette maison et de faire la maison d'une manière qui va être attractive le jour où ils doivent la revendre. Donc, leur donner les conseils de, de comment, euh, de comment justement ne pas faire les erreurs qui va peut-être rendre cette maison trop spécifique qu'elle ne pourra jamais se revendre ou voilà. D'accord. Vous avez C'est un toutes ces conseil, ça? choses-là. Vous avez... Mais après, c'est mes clients. Après, c'est mes clients qui vont prendre les décisions, c'est certain, hein, c'est pas moi. Bien sûr. Vous avez un exemple, par exemple, justement pour la revente, les erreurs, entre guillemets, on peut faire qui peuvent freiner une revente éventuelle? Bon, là, par exemple, je travaille avec un client qui a une maison, on construit une maison, c'est un artiste. Mhm. Et il y a une vue, une très, très, très belle vue. Et il y a un étage où il n'y a qu'une pièce à l'étage. Et il va en faire son atelier. Il y a une grande terrasse. C'est une très, très, très belle pièce. Et donc, il va en faire son atelier. Et je lui conseille, je lui dis, si quelqu'un a acheté cette maison demain, ils en feraient leur chambre, la chambre de maître. Et donc, je lui ai conseillé maintenant, aujourd'hui, de faire toutes les canalisations pour pouvoir faire une salle de bain dans cet espace. Donc, du coup, on a monté toutes les canalisations dans les murs et partout. Si le jour où ils revendent cette maison, ben voilà, toutes les canalisations sont en place pour pouvoir rajouter une salle de bain pour cette pièce. Ouais, C'est quelque chose de simple. Quand on construit la maison, c'est très facile à faire. Et par contre, si le jour où ils vendent cette maison et que les gens se disent ah bah c'est dommage, moi j'aurais acheté, mais ça aurait été vraiment la pièce où j'aurais eu faire ma chambre, et qu'il faut faire d'énormes travaux pour ramener toute la canalisation, bah, les gens ça va les freiner. Alors que là, c'est déjà tout en place, euh, donc ça sera un énorme atout. Donc, C'est vous quelque vendez chose une d'aussi simple solution. que ça. À travers vos services, vous ne vendez pas que effectivement le visuel, encore une fois, vous vendez les solutions également, effectivement, vous insistez dans votre livre sur cet aspect de revente et je trouve que cette vision de se dire, OK, on est là sur le long terme, mais euh, tout peut se passer dans une vie, c'est super. Voilà. Un accompagnement qui est vraiment chouette, je trouve. Ouais, bah, bon, bien sûr, moi, vous savez, malheureusement, mon cas d'avoir perdu ma vue, je sais qu'un jour, on ne sait jamais ce qui peut arriver et il peut y avoir un changement de vie comme tel ou un divorce ou des choses comme ça. Donc, je sais que la vie ne nous réserve pas forcément des moments très faciles. Il faut les anticiper. Et si on peut les anticiper quand on fait nos travaux, et que c'est quelque chose, une fois de plus, qui est très facile à faire quand on fait nos travaux, euh, et ben, après, on sera très heureux le jour où, justement, où malheureusement, on a ces problèmes-là, qu'on doit se séparer d'une maison pour pouvoir la vendre pour le meilleur prix et sans avoir justement ce regret de ne pas l'avoir fait au moment où on faisait la construction. Donc, moi, je suis vraiment là pour accompagner mes clients, pour les conseiller. Euh, pour vraiment voir au-delà de ce que eux ne voient pas, parce que c'est mon travail. Et c'est marrant, c'est souvent les gens me disent, mais Eric, c'est ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il voit déjà ce qui peut être là. C'est-à-dire que souvent les gens sont bloqués par ce qu'ils voient. Et moi, étant justement non-voyant, je suis déjà dans la solution, je suis déjà dans ce qui peut être fait plutôt que ce qui est devant nous. Super. Alors, la question débat, je pense déjà connaître votre réponse, mais je vais quand même la poser. Y a-t-il des règles à suivre en déco? Ou est-ce qu'on peut faire vraiment ce qui nous plaît, selon vous? Alors, bien sûr qu'il y a certaines règles. C'est certain qu'il y a des choses qui sont techniquement possibles, techniquement impossibles. Ça, c'est absolument dingue. C'est absolument, oui, c'est dingue parce que moi-même, souvent, j'ai envie d'aller toujours, de pousser toujours plus loin, de pouvoir faire des choses inattendues, mais c'est certain qu'il y a des choses qu'on est obligé de respecter. Bon, surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on essaye quand même de faire des maisons
On va essayer d'économiser de l'énergie, on va essayer d'utiliser des matériaux verts, on va faire un maximum pour justement chauffer avec des manières de chauffage qui sont d'utiliser le pétrole, l'électricité, faire des choses. On peut faire des maisons aujourd'hui euh, extrêmement bien isolées où on n'a pratiquement pas besoin de les chauffer. Donc il y a des choses moi que je respecte énormément de ce côté-là et que je conseille justement mes clients. Et après, moi je pense que ce qui est très très important, c'est vraiment de comprendre le mode de vie de mes clients, de comprendre comment ils vont aussi évoluer parce que c'est pas forcément qui ils sont sur le moment, mais peut-être comment ils ont envie d'évoluer, c'est-à-dire aussi on a tous vécu, voilà, on a eu des parents, on est parti de la maison et après, comment les parents vont évoluer dans cette maison parce que la maison n'est plus une maison parentale, elle redevient une maison de couple. Et aussi, il faut anticiper aussi, bah, justement, moi je suis en train de vivre ça avec mes parents. Quand on devient plus âgé, une maison avec des étages est plus compliquée. Faut penser à toutes ces choses-là. Mhm. Il faut surtout que cette maison nous ressemble, cette maison nous fasse du bien, soit un cocon. Moi, j'avais un client, quand il me disait qu'il revenait dans sa maison de campagne, pour lui, c'était vraiment une bouffée d'air. C'est-à-dire que toute cette semaine pouvait être très difficile. Il savait qu'il allait retrouver cette maison le week-end. Et c'était son havre de paix, c'était voilà, où il allait se réénergiser, se retrouver et pouvoir, une fois de plus, repartir la semaine suivante et affronter des problèmes, des choses comme ça. C'était vraiment l'endroit qui lui faisait du bien. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire avec mes clients, c'est de leur faire découvrir, c'est vraiment travailler comme un psychologue, c'est de les faire découvrir tous les matériaux, toutes les odeurs, tout le toucher, tout l'espace, le fonctionnement, que ce soit ramener l'intérieur, faire cette espèce d'union entre l'intérieur et l'extérieur, d'utiliser la nature, d'utiliser, malheureusement, si on est en ville, c'est peut-être des balcons, et peut-être si on n'a même pas de balcon, c'est peut-être faire quelque chose de créer dans l'intérieur cette espèce d'idée d'espace, de bien-être. C'est tous ces aspects-là. C'est vraiment travailler sur tous les sens. C'est vraiment, c'est oublier que le visuel c'est ce qu'on utilise le plus et de rentrer dans le sensoriel. Super. Et quand on lit votre livre, du moins c'est ma sensation hein, quand j'ai parcouru les différentes pages, les différents chapitres, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas une pièce plus importante que l'autre dans la maison, puisque chaque pièce a sa fonction. Et donc votre livre, vous décrivez un peu les pièce par pièce, vos astuces, vos conseils, vos recommandations. Avec votre expérience en tant qu'architecte d'intérieur et vos clients, quelle est la pièce qui mériterait, selon vous, plus d'attention? Celle qui est le plus souvent délaissée finalement et qui, avec quelques petits changements, quelques petits trucs par-ci par-là, fait qu'on peut vraiment la transformer. Est-ce que vous voyez cette pièce plus régulièrement? Naturellement, vous savez, ce qui est difficile, c'est que je veux pas que vos auditeurs pensent que tout le monde doit avoir une maison et beaucoup d'espace. Mhm. C'est aussi pouvoir séparer nos espaces. Par exemple, si on n'a qu'une grande pièce, qu'un grand studio, quelque chose comme ça, c'est aussi savoir définir les espaces dans ce grand espace ou ce petit espace. C'est-à-dire de créer des ambiances différentes dedans. Et c'est vrai que je pense que la chose la plus importante, c'est la première et la dernière pièce dans laquelle on est, c'est-à-dire notre entrée. Parce que quand on arrive de l'extérieur, cette pièce est vraiment là où on est. Ah, ben on est chez nous. Voilà, c'est là où on se déshabille ou quelque part, je dis, on enlève les masques que l'on se met pour l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est encore plus approprié que jamais, l'idée du masque. C'est là où on doit retrouver tous nos sens, c'est-à-dire l'odeur, que ce soit le toucher, que ce soit la lumière, que ce soit la couleur, que ce soit les objets qui nous font du bien. Cette pièce-là,
et pour moi est une pièce clé parce que c'est aussi la dernière pièce qui va nous faire du bien avant d'affronter l'extérieur. C'est là où on va se préparer, on va se remettre les manteaux, le masque et toutes ces choses-là quelque part avant d'affronter. Donc c'est cette espèce de sas entre notre cocon et l'extérieur. Vous donnez quelques conseils dans votre livre, mais je laisse les auditeurs se le procurer parce que ce sont des petites choses qui, moi, m'ont donné des astuces en fait pour repenser mon entrée. Je bloquais complètement et finalement, je me suis dit, ah bah oui, c'est évident, je vais faire ça. Donc ça, c'est vraiment super intéressant, la question de comment décorer, aménager son entrée. Pour finir, j'ai une question d'une lectrice. Je vais vous la poser directement. Martine demande, après le confinement, comment, à travers nos 5 sens, faire entrer la nature chez soi quand on n'a pas d'extérieur pour mieux supporter d'éventuels enfermements dans le futur? Vous savez, la nature, c'est très simple. Hein. La nature, c'est nous. On fait partie de la nature également. Voilà, on se sent souvent supérieur, mais on fait partie de la nature. Et après, c'est peut-être se créer une petite histoire, se créer quelque chose de très simple. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup de grosses plantes. Ça peut être des petites plantes miniatures. Ça peut être un petit jardin potager qu'on met le long de la fenêtre avec quelques petits pots. C'est juste cette attention qu'on va remettre quelque part. Vous savez, la nature est fragile et en même temps, elle nous domine. Ce sera toujours la nature qui va gagner sur nous. On, et on le voit aujourd'hui avec le temps, avec le changement de climat, avec les orages, avec la grêle, avec les inondations, avec tout ça. La nature sera toujours plus forte que nous. Donc, c'est avoir ce respect. Mais moi, ce que j'aime, c'est peut-être créer justement cette espèce de petit espace de nature qu'on peut avoir, dont on prend soin. On prend soin quand on va prendre soin d'un bébé. C'est-à-dire, ça peut être qu'une fois de plus, un petit jardin potager qu'on va mettre dans notre cuisine au bord de la fenêtre. Ça peut être des bonsaïs. Ça peut être un bonsaï qu'on va respecter, qu'on va mettre sur notre table basse dans notre salon. Ça peut être des orchidées qu'on va entretenir, un petit coin, ça peut être dans notre salle de bain, ça peut être dans notre chambre. C'est juste créer cet endroit spécial qui représente la nature, qui représente cette espèce d'écosystème dont on a besoin de faire attention, qui nous rappelle cette espèce de fragilité et en même temps cette espèce de bien-être dont on a tous besoin. Donc oui, si vous avez l'espace d'avoir beaucoup plus de plantes, très bien, mais quelquefois c'est juste quelques petites plantes, comme je disais, comme un bonsaï, comme un petit jardin potager, je veux dire jardin potager comme de l'amande, du basilic, voilà, quelques épices, quelque chose comme ça, dont on va prendre soin. Et en réalisant en prenant soin de cette petite nature, elle prend soin de nous également. Super. Écoutez, merci beaucoup Eric d'avoir participé à ce podcast. Je pense que votre expérience et vos conseils peuvent vraiment aider les gens finalement à repenser la façon dont ils vivent à la maison. Merci beaucoup. Et voilà, une fois de plus, je recommande vraiment déjà à lire mon livre et surtout aux gens à se trouver eux-mêmes et à savoir ce qui marche pour eux et ce qui leur font du bien. Justement, on mettra un lien dans les notes du podcast vers votre livre, Reconstruire sa maison intérieure. Vous offrez plein de conseils, c'est très pratico-pratique et en même temps, il y a un peu de développement personnel. On rentre vraiment également dans votre histoire, dans votre parcours qui est vraiment fascinant, ce changement de vie, ces challenges que vous avez eus. Et c'est un livre qui se lit très facilement, qui est très agréable à lire. C'est ça, la croisée du développement personnel, de l'aménagement, et donc je le recommande vraiment à tout le monde. Vous partagez également donc des astuces sur l'organisation, comme vous l'avez dit, hein, il faut vivre sa cuisine, répliquer les gestes du quotidien, par exemple, pour savoir où placer les éléments. Donc, c'est pas que de la déco, c'est loin de là, c'est également c'est vivre sa maison. Donc, je le recommande vraiment à tout le monde, c'était une super découverte. Je vous laisse le mot de la fin, si vous avez quelque chose à ajouter ou quelque chose qui… Moi, j'ai toujours un conseil, c'est de fermer les yeux pour mieux voir. Donc, je vous conseille de vraiment fermer les yeux plus souvent
et vous verrez que vous verrez beaucoup mieux votre environnement et que vous ressentirez les choses vraiment d'une manière beaucoup plus profonde. Donc, Super. voilà. Et je mettrai également dans les liens dans les notes du podcast, il y a une super vidéo de vous qui était parue il y a quelques années, je pense, sur le média Brut, qui Oui, explique la technique que vous présentiez au tout début du podcast avec la dimension en utilisant votre corps et vos bras. Ça, c'était une vidéo qui m'avait beaucoup plu également. Donc, si vous avez d'autres liens à ajouter dans le podcast ou d'autres choses, ou si vous avez peut-être une actu, des conférences auxquelles vous allez participer, vous n'hésitez pas, hein. Vous pouvez moi, m'envoyer. je conseille vraiment aux gens, tapez mon nom sur, vous verrez, il y a beaucoup de conférences, que ce soit TED, il y a Brut. Et c'est vrai que, voilà, moi, je conseille vraiment aux gens d'utiliser leur corps dans leur environnement et que là, ils vont comprendre parce que tout est, en fin de compte, tout notre intérieur est basé sur notre relation entre l'espace et nous-mêmes. Donc, et en plus, c'est extraordinaire parce qu'en se sachant notre hauteur, on retrouve toujours en ouvrant nos bras ces dimensions. Donc, du coup, vous avez un être sur vous. Euh, voilà, que vous soyez n'importe où, vous avez toujours ce maître qui est votre corps sur vous-même. Donc, c'est très sympa et très facile à utiliser. Super. Écoutez, merci encore, Eric, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci bien. Au revoir. Au revoir.